Bonjour. Je suis très content de te retrouver. En fait, c'est la deuxième fois, donc on fait une interview ensemble. Absolument. Je suis un petit peu moins stressé que la dernière fois, mais encore plus content de te recevoir. Et puis, et je pense que c'est le même cas pour toute l'équipe. Et en fait, on voulait te recevoir aujourd'hui et discuter un petit peu avec toi, parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Il y a eu le Covid, tu n'as pas pu faire beaucoup de conférences aussi à cause de tout ça. C'est vrai que ça s'est... Et je pense que les gens sont un petit peu en demande de qu'est-ce qui va se passer, parce que là on est quand même dans une période qui est bien particulière. Je pense que ton livre que j'ai relu, qui est Survivre dans le tumulte, a vraiment son sens aujourd'hui. On a vraiment l'impression que tout se déroule comme tu l'avais indiqué à l'époque en 2019. Voilà, donc qu'est-ce que tu peux dire un peu sur cette période voilà. C'est une période compliquée, difficile, parce que même si on sait, ou si on prévoit ce qui va se passer, ou si on nous dit ce qui va se passer, il faut le vivre. Et quand on le vit, tout est différent. Quand le Covid est arrivé, je dis le Covid et pas la Covid, bon, pas bien grave. Quand le Covid est arrivé avec son confinement, je m'étais dit ça va être une chance formidable. Chacun va aller plonger au fin fond de soi-même, on va ressortir renouvelé, mais je n'avais pas prévu tout ce qui allait se passer, qu'on allait quand même vivre une période extrêmement compliquée, avec des pressions terribles, que des gens allaient connaître le naufrage, qu'il soit psychologique, physique. Bon, on est parti vraiment dans une période tumultueuse dont on ne pouvait pas prévoir tout ce qui allait se passer. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que depuis ces 2 années où on a connu cette crise, on n'en est pas sorti vraiment. Parce que même si le Covid est toujours là, on sait qu'il recule et que, allez, 2023, ça avait été dit. Oui, c'est ce que tu avais dit. Ça sera la fin du Covid. La fin totale, tu penses Je ne suis pas totale, parce que le Covid maintenant il est là. Il s'endémique, ça viendra endémique. Il va devenir endémique, on va devoir quand même l'affronter, il va prendre sa vitesse de croisière et puis devenir comme la grippe ou les grippes, qui sont des virus offensifs, mais qu'on arrive quand même à gérer. Je pense que ça va être ça de plus en plus. Mais ce n'est pas vraiment le Covid, même si ce virus est un virus qui n'est pas comme les autres, qui a provoqué des choses qu'on n'a jamais connues. C'était voulu aussi, c'est un accessoire insoupçonné, un virus qui va venir nous rendre malades d'une façon que l'on n'a jamais imaginée, avec des symptômes les plus fous, les plus inattendus, les plus surprenants. Donc ça aussi, ça fait partie du jeu. C'est-à-dire on ne peut pas tout gérer. Et qu'est-ce qu'on est en train de comprendre? On ne peut pas tout contrôler. Et plus nos systèmes de société comprennent qu'ils ne peuvent pas contrôler, plus ils renforcent le contrôle. Et bien sûr, mais ils resserrent d'une façon qui est extravagante, qui est exagérée. Donc nous voyons de façon exagérée, on se dit jusqu'où ça va aller. Parce que quelque part, les systèmes de notre société sont en train de perdre le contrôle. Mais ils le perdent le contrôle parce qu'ils se rendent compte que la fuite du temps, les événements, les virus, tout ce qui n'est pas contrôlable, sont en train de gagner du terrain et qu'on ne peut pas tout arrêter. L'homme n'est pas le roi de la planète. Il en est son destructeur pour une bonne partie, mais on ne peut pas. Donc ça nous ramène à une certaine humilité obligatoire. Et qu'est-ce que nous demandait cette introspection? D'aller chercher aussi notre part d'humilité. Laisser tomber l'ego mortifère que l'on a développé, parce que l'ego, c'est pas cet ego qu'on a connu avec les réseaux sociaux, ça a développé non pas l'amour de soi, ça a développé l'ego, l'hypertrophie de l'amour de soi, c'est-à-dire qu'on ne vit plus que par rapport au regard de l'autre sur soi. L'autocentrage. On ne vit plus dans l'amour de soi et des autres. On vit toujours dans le regard de l'autre par rapport à soi. Et je pense qu'il est bon d'en sortir, de sortir de cette spirale infernale et de se dire mais est-ce que je suis capable de ne pas exister forcément avec un réseau social? Est-ce que je peux retrouver les réseaux sociaux pour communiquer avec des amis sans devenir une cible qui n'a rien à dire mais qui veut être vue? Parce que c'est ça aujourd'hui. Donc on a dans cette crise tous les problèmes, tous les paramètres d'une explosion de l'humain tel qu'on l'a jamais connu auparavant. On dirait que tout se lâche en fait. Tout se lâche. Toutes les énergies se lâchent, le pire comme... Et le meilleur, parce qu'il faut aussi voir les choses. Il y a le meilleur, mais le meilleur, il est un peu étouffé encore. Il est étouffé. Le meilleur n'est pas visible, il n'est pas valorisé encore. Non. Parce qu'on ne voit pas le meilleur. Le meilleur, il devient banal.
Ce qui est intéressant, ce qu'on voit surtout, c'est tout ce qui est mal, tout ce qui est désagréable, tout ce qui est préjudiciable, tout ce qui est perte de liberté. Alors qu'on ne s'est pas posé la question, qu'est-ce que c'était vraiment que la liberté dans ce monde? On ne s'est jamais posé la question, mais on dit je perds la liberté, on a cette sensation de perdre la liberté. Et donc, tout ça masque ce qu'on devrait regarder. Et ce qu'on devrait regarder, c'est ce qui est en dessous. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on cesse, parce que pour l'instant, ce qu'on fait, on fait semblant. On fait semblant d'avoir retrouvé une vie normale. C'est comme une façade. Oui, on a l'impression d'une façade et... On joue à faire la vie normale. Voilà. On joue à être comme avant. Alors, mais sauf qu'on ne peut plus être comme avant. Donc quand on joue à être comme avant, mais qu'on ne peut plus être comme avant, ça crée une espèce de dichotomie en soi qui fait qu'on est mal. Et ça creuse le fossé du mal-être. Donc il faut accepter, accueillir ce qui est. La vie est une série d'épreuves, on le sait, mais nous vivons en plus une période compliquée, car après le Covid, la guerre en Europe, alors que la guerre existe depuis toujours dans le monde entier, on ne l'a jamais regardée. Il suffit qu'elle soit à nos portes pour qu'elle devienne importante, alors qu'elle existe depuis toujours. L'homme a toujours fait la guerre partout. Là, on a l'impression que c'est la guerre. La guerre en Ukraine. Beaucoup de gens qui ne savaient pas où était l'Ukraine il y a quelques mois, aujourd'hui, parlent de l'Ukraine, etc. Moi, je dis qu'il faut constamment relativiser et regarder, s'informer, ne pas consommer. Je reviens à l'idée de consommation. Nous sommes dans une société qui consomme énormément. On consomme des loisirs, on est dans une société de loisirs, on consomme des loisirs comme on consomme l'information. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans la réflexion, on est dans la consommation. Et plus nous consommons, plus nous perdons les bases culturelles. Nous ne sommes plus, nous parlons avec aucune base. Tout est surface. Voilà, les bases culturelles ont disparu et existent simplement les informations des journaux télé ou radio qui sont des journaux qui racontent ce qu'on leur dit de raconter. J'en viens, je sais très bien comment ça se passe. Il y a des choses qu'on laisse tomber et on va précisément vers une sorte d'information. Donc je pense que pour retrouver une vraie humanité aujourd'hui, pour sortir de ces crises, on n'en est pas encore sorti de la crise. Tu disais 25 ans dans ton... Elle ne va pas durer, elle va durer 25 ans. C'est un cycle de 25 ans. Oui, on a un cycle de 25 ans. Avec différentes phases. Avec différentes phases, et on va, pendant 25 ans, on va connaître des hauts et des bas. Il faudra une génération pour sortir de ce que nous sommes en train de connaître actuellement, dans un affolement planétaire où on sait qu'il va y avoir une déconstruction. Les chefs d'État ont commencé la déconstruction, non seulement de l'histoire, mais la déconstruction des systèmes tels qu'ils existent. On sait qu'il va y avoir des recentrages, des découpages différents de certains pays, des redistributions. Tout va être distribué, donc on a pour 25 ans. Donc inutile de presser le pas parce que de toute façon, on ne va pas pouvoir aller plus vite que l'histoire. Et on est dans une période de questionnement intensif. Quand on dit la guerre, elle va durer combien de temps? Je dis, ça va pas une guerre longue. Vous savez, quand il s'est passé une chose très, très étonnante, je raconte parce que c'était vraiment très étonnant. Quelques jours avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie, par Poutine, je me suis réveillée un matin et j'ai été comme si j'étais dans la tête de Poutine. Il s'est passé une chose, j'étais connectée à quelque chose, à une série d'informations, je ne savais pas ce que c'était. Et je me souviens qu'un matin, je descends, et j'étais dans une comment vous dire, une hyper nervosité. Mon cerveau était connecté et fonctionnait sans arrêt avec des informations qui m'arrivaient que je ne comprenais pas. Et un matin, mon fils, qui était à la maison, me dit tout le monde parle d'une invasion probable de l'Ukraine par Poutine, mais évidemment, ça ne va pas se passer. On n'est plus à ce temps. Voilà, il y a un moment, on disait ça va passer à côté. Non, il y a une diplomatie. Et je lui dis ce matin-là, si, il va envahir l'Ukraine, c'est prévu. Il me dit, mais tu es folle, comment tu veux aujourd'hui, on n'envahit pas un pays européen comme ça. Ça, c'est parce que tu as été dans sa tête? J'ai été dans sa tête. J'ai été relié à quelque chose qui était relié à Poutine, et tout ce qui se passait, je le prévoyais 24 heures à l'avance. Donc les attaques, les... Tout. Je dis, les services spéciaux vont arriver en Ukraine, ils vont chercher Zelensky. Ils vont chercher ils n'ont pas pu le trouver parce que Zelensky a été mis dans un bunker, etc. Tout ce qui se passait,
je le disais, j'étais en contact avec une amie à moi, qui est une très bonne amie hongroise, qui elle vivait la guerre depuis la Hongrie, et je lui racontais tout ce que je vivais, et tout ce que j'entendais, et tout ce qui se passait. Elle me disait, je pense à toi chaque jour, car je vois que c'est vrai. Nous avons la confirmation. Et puis, je savais que la guerre ne serait pas longue. Donc tu dis juste... Ça va durer, moi je dis, que la guerre, fin juin, ils auront déjà signé. Là, Mariupol vient de se rendre, il y aura ni gagnant ni perdant. Et je pense on va dire à la rentrée, en automne, les choses vont s'arrêter. Je le pense vraiment. Je pense que ce ne sera pas une guerre d'usure. Elle va durer ce qu'elle va durer. Moi, on m'avait dit 5 mois. On a dit 3 ans pour le Covid, 5 mois pour la guerre. Mais attention, 5 mois d'invasion. Oui, puis après, Après, il va y avoir voilà. d'autres événements. Mais très étonnamment, ce qui va se passer après, et ce qui va nous étonner, c'est qu'il va y avoir une refraternisation entre les États très rapide. Parce que le besoin économique va faire qu'il va falloir être de nouveau amis très très rapidement. Et c'est là que je me dis que tout est accéléré. Le temps s'accélère. On ne peut plus miser sur des guerres qui dureraient 5 ans comme en 39-45. On ne peut plus. Le temps s'est accéléré, tout va vite. On est dans un changement. Alors peut-être que l'on en reparlera et vous me direz, c'est complètement fou, c'était pas vrai du tout, peut-être. Mais en tout cas, c'est ce que j'ai reçu. Et puis, ma tête a cessé d'être connectée à la Russie. J'ai été connectée vraiment à la pensée russe pendant 2 semaines, 2-3 semaines. Et ça s'est arrêté net un beau matin. Et un beau matin, j'ai été en paix, je n'étais plus dans cette connexion. Et bizarrement, c'est quand Poutine a commencé à partir vers d'autres buts, à viser d'autres villes, etc. Ça s'est arrêté net. Je ne sais pas pourquoi j'ai vécu ça. Je ne sais pas pourquoi j'ai été dans cette connexion-là, mais ça a été extrêmement désagréable. Je ne dormais pas la nuit. La nuit, j'étais constamment, je rêvais constamment. J'étais en connexion avec ce qui se passait en Russie et surtout avec ce qui allait se passer. Et en fait, je voyais derrière ce qui se passait ce qu'on ne voyait pas, c'est-à-dire tout ce qui était, toute la diplomatie, tout ce qui était prévu dans l'ombre, tout ce qui était discuté, parce que oui, toutes les choses cachées. En fait, on voit c'est pour ça, voilà, on ne voit qu'une partie. C'est pour ça que je ne me permettrai pas comment dire, d'émettre une opinion sur quoi que ce soit, mais je dis toujours, quand vous voyez, quand il se passe quelque chose, prenez des informations, prenez du recul et informez-vous sur l'histoire. Lisez ce qui s'est passé, lisez l'histoire et la géo, c'est très important. Après, faites-vous votre idée personnelle. N'écoutez pas tout ce que vous entendez. Et prendre pour un racontant. Voilà. Ouais, parce que vous allez voir que l'histoire passe, ensuite se résout, passe dans l'oubli très très vite. Encore plus aujourd'hui, c'est vrai. Oui, parce qu'aujourd'hui, on est avec les réseaux sociaux, on est dans des modes. Tout se transforme en mode. Méfiez-vous des modes, méfiez-vous des tendances, méfiez-vous des effets de groupe. Restez toujours dans votre position de réflexion. Et cette période que nous vivons, qui est compliquée, c'est une période où on a beaucoup de retrait. On recrée nos vies, on recrée aussi des groupes d'amis. Chacun va vers son... L'intérêt, c'est d'aller vers ses intérêts propres. Sur ce qu'on ressent soi. Et justement, comment s'orienter dans la vie c'est vrai qu'on se pose beaucoup la question, on est un peu ballotté. Et comment s'orienter, comment ressentir ce qui est bon pour nous ou pas? C'est très difficile comme question. Si on ne sait pas s'écouter, comment... Tu vois, il faut savoir s'écouter. C'est le moment d'apprendre à s'écouter. Dans survivre dans le tumulte, qu'est-ce que je dis? Je dis, il faut apprendre à s'écouter. Commencez à vous poser des questions sur vous-même. Allez au fond. Mettez les mains dans le cambouis. Mettez les mains dans le cambouis, ça ne va pas à l'intérieur, ne fuyez pas, ne mettez pas des choses dessus, ne couvrez pas le problème. N'essayez pas de dire « Oh, ça va aller ». Non, mettez les mains dans le cambouis. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que je vois actuellement? Toutes les choses qui sortent, alors on a énormément de développement personnel, comment être heureux en 3 jours, comment trouver son bonheur en 2 heures, en 3 leçons. Ça marche non, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Il faut forcément du temps. Ça ne peut pas marcher. Et je le dis, arrêtons d'appliquer. Alors si on va dire les premiers temps, c'est comme quelqu'un qui va dans les premiers temps, je ne sais pas, expérimenter quelque chose qui fait du bien, on va dire, ça fait du bien. Puis au bout de 3 jours, 4 jours, on se rend compte que ça fait moins de résultats. Et puis on ne s'y tient plus, parce que c'est superficiel. Hein.
J'ai une amie libraire qui justement me disait ça, elle me dit, bah, écoute, en fait il paraît que ça rend les gens dépressifs, contrairement, parce qu'ils se disent, ils essayent, ils lisent, et qu'ils se rendent compte qu'ils sont toujours pas mieux, et au final... on n'est pas obligé d'être dans la course au bonheur. Non, voilà. On n'est pas obligé. La première chose actuellement, c'est pas d'être heureux. Si on est heureux, tant mieux. Oui. C'est de savoir qui on est. Et savoir qui on est. Savoir qui on est, c'est la question d'une vie. Non, ça peut être la question d'un moment, parce qu'on ne se la pose pas. Pourquoi c'est la question d'une vie? Parce que souvent, on ne se la pose jamais. On se laisse embarquer dans des flots, embarquer dans des groupes, la pensée des autres. Quelqu'un vous dit tu devrais, on le fait. On ne sait pas si c'est bon pour soi. Quelqu'un qui vient avec nous, on y va. Après, on suit. On est des suiveurs. Arrêtons d'être des suiveurs. Mettons les mains, quand je dis mettons les mains dans le conduit, allez, on va ouvrir. Un jour, j'ai dit ça à quelqu'un qui m'a dit je suis perdu, aidez-moi. J'ai dit écoutez, ça c'est trop compliqué pour moi. Vous aider, je ne vais pas pouvoir. Je suis perdu. Beaucoup de gens sont perdus, mais est-ce que vous avez regardé à l'intérieur? Et la personne m'a répondu ça me fait trop peur de savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, je n'irai pas à l'intérieur. Ça me fait trop peur. Mais non, ça commence là. Il faut déjà, quand on n'est pas bien, au lieu d'essayer de fuir le mal-être, c'est de l'affronter. On affronte. Vous savez, la spiritualité, c'est un chemin. Quand on prend les saints ou les hommes pieux de toutes les religions, ce sont toujours des hommes qui souffrent et qui transcendent les problèmes. On va jusqu'au bout, on passe, et à un moment, on renaît. On sait qu'on est dans des cycles de mal-être et de renaissance. Mais tout le monde, on se dit pourquoi. Mais ce n'est pas une damnation. Quand on n'est pas bien dans sa peau, ce n'est pas une damnation, c'est un cycle. Il faut trouver le pourquoi, il faut juste accepter de l'être. La souffrance est une catharsis. La souffrance et la douleur aident à la catharsis, aident à la transformation. C'est vrai, parce qu'en fait, souvent, les épreuves, on se sent plus pareil, on se sent plus léger, jusqu'à ce qu'il y ait une autre épreuve. Par contre, c'est toute la vie. Mais oui. Voilà, ça ne s'arrête pas. Il y a une chose qu'on me dit, moi, dans les messages, c'est... Bon, moi, j'ai eu un Covid comme beaucoup de gens. Après, j'ai eu une fatigue intense. Après, j'ai eu des soucis avec ci, avec ça. Et je me dis, mais pourquoi je suis mal comme ça? Est-ce que je vais m'en sortir? Je commençais à désespérer. Et j'ai reçu ce message qui me dit, tu devrais remercier ta douleur et ton mal-être, ta souffrance actuelle est une métamorphose, est une catharsis, elle va t'aider à la métamorphose. Au lieu de geindre, accepte-le, vis-le et vois ce que cela t'apporte. Quand tu as mal et que tu n'es pas bien dans ta peau, au lieu d'essayer de fuir, laisse passer, vois ce que cela t'apporte. Comme nous sommes dans une société d'évitement, on essaie d'oublier. N'oublions pas. Allons dedans. N'ayons pas peur de la solitude, n'ayons pas peur d'aller fouiller, de voir des gens avec qui on peut en discuter aussi. On peut en discuter entre amis. Mais n'évitons pas. N'évitons pas. C'est l'évitement le danger. Ouais. C'est justement être heureux en 5 leçons. Et là aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est même plus possible ça, puisqu'en fait, dans cette brouille, dans ce monde en tumulte, là justement, si on évite, c'est pas possible. J'ai l'impression que ça nous ramène tout de suite. Et il y a des dépressions, ça peut finir très très mal. Les dépressions arrivent à cause de l'évitement. Ouais. Donc il faut, et c'est les messages que je reçois énormément de messages. Par rapport à ça Par rapport à ça, parce que je travaille sur les Templiers. Oui. Donc j'ai beaucoup de messages par rapport à ça. Mais aussi sur ma condition d'être. Parce que je suis comme tout le monde, je voudrais que ça aille vite, et on me dit, mais quoi? Je dis, ça va pas vite. Et ils me disent, mais tu plaisantes. Mais franchement, je me fais engueuler. Mais tu plaisantes. Ça va pas vite. Mais vis-le. Accepte-le, réfléchis à ce qui t'arrive, vois ce qui te fait peur. Et ce qui te fait peur, n'essaie pas de l'éviter, essaie de voir pourquoi ça te fait peur, de l'accueillir. Oui, parce que s'il y a une souffrance, il y a forcément un nœud en fait qui doit se dénouer. Absolument. Tu as peur de l'eau, apprends à nager. Oui. N'essaie pas d'éviter l'eau. Vas-y. Tu as peur de la pluie, prends un parapluie, mais va sous la pluie. Et puis petit à petit, on lève le parapluie, tu vas voir, ça ne te fait pas de mal. Et constamment, ce qu'on va me dire, c'est ça ne te fait pas de mal. Et quand j'ai eu le Covid, alors moi j'ai dit, non, c'est pas possible, je fais tellement attention, j'ai été vaccinée, c'est pas possible. Et je dis, mais pourquoi je suis rendue? Et on me dit,
et ça tu le sais Aurélien, parce qu'on en avait parlé, je dis je suis puni. Tu n'es pas puni, tu es informé. Tu reçois une information. La maladie est une information. Si tu ne prends pas comme telle, et si tu commences à pester sans la soigner avec sérénité, alors oui, elle devient une punition, mais c'est toi qui l'utilises comme punition. C'est ce que tu en fais. Voilà. C'est ce que tu en fais. Voilà. C'est une information. Et effectivement, parce que tu te rends compte qu'après, ben, tu comprends beaucoup plus de choses, il y a des choses qui s'éclaircissent, mais toujours par la douleur, toujours par le problème. Et en fait, j'ai compris une chose, c'est qu'on ne peut pas se transformer et être heureux, je veux dire, comprendre la vie et les rouages de la vie uniquement dans un bonheur béat. On ne peut pas. Le bonheur, c'est la conséquence de la douleur. C'est la conséquence de la catharsis. Le bonheur, c'est ce qui arrive quand on a transcendé. Et c'est des moments de bonheur. C'est des moments. Ça ne peut pas être le bonheur. Voilà. Après, il y a la sérénité. Peut-être de l'autre côté, on est dans... C'est différent de l'autre côté, parce que les états de l'autre côté ne sont pas comparables. C'est pas du tout comparable. On ne peut pas dire, l'autre côté, c'est comme quand on est. Puisque ceux qui vont de l'autre côté, qui reviennent, disent on ne peut même pas expliquer ce qu'on ressent. Oui, on est dans une espèce de béatitude, mais qui ne correspond même pas à la béatitude. C'est un état incomparable avec ce qu'on connaît ici. Mais moins évolutif alors au final. Si, beaucoup plus vite. Plus vite, alors c'est encore plus rapide. Ben, c'est plus rapide, parce que là, on n'a pas de frein. Pourquoi on évolue lentement? Parce qu'on freine, parce qu'on dit bah non, je ne peux pas le faire, parce qu'un tel ne veut pas, parce que le gouvernement ne veut pas, parce qu'on nous l'a interdit, on ne peut pas le faire, on ne peut pas le faire, on vous freine. Donc on évolue très lentement. Puis on se barre la route avec notre propre culture et nos propres préjugés. On est bourré de préjugés. Il y a des choses qu'on n'accepte pas, qu'on ne regarde pas, parce qu'on dit non pour moi. Vous voyez, c'est pas pour toi. Et puis des choses conscientes et pas conscientes en plus. Absolument. Donc c'est lent. L'autre côté, c'est rapide. De l'autre côté, on pense à quelqu'un, on y est. On pense à un lieu, on y est. On pense au bonheur, on y est. C'est rapide. On ne souffre pas. On ne souffre pas. La douleur, on est connu de l'autre côté. Quand on parle à des guides de la douleur, quand je dis j'ai mal, on me dit, tu quoi? Je suis fatiguée et je dis toujours, je suis fatiguée. Laissez-moi tranquille. Et j'entends, c'est quoi? Fatigue. Et un jour, je dis, je veux parler à quelqu'un qui a vécu sur cette terre, qui sait ce que c'est. Vous ne savez pas ce que c'est. Moi, je veux quelqu'un qui est connu de la fatigue physique. Et là, j'ai un guide qui arrive et qui me dit, bonjour, je suis un ancien prêtre, je m'appelle Jean de Prieur. Il s'appelait Jean de Grasse, pardon. Jean de Grasse. Et il me dit, je t'écoute. Et je dis, voilà, je suis fatiguée, mais personne ne me comprend. Il me dit, je te comprends. Mais ça ne doit pas être un frein à tout ce que tu fais. Tu ne dois pas le prendre pour l'alibi à tout ce que tu ne veux pas faire. Dépasser, en fait, oui. Donc il faut toujours se dépasser. Tu es fatigué, repose-toi. Mais reviens-moi en forme. D'accord. Ça veut dire tais-toi, arrête de geindre. Moi, c'est ce que j'entends tout le temps. Arrête de geindre, tu nous agaces. Mais ils ne me disent pas que tu nous agaces, mais je le sens. Je sens que parfois ils me disent oh, tais-toi. Mais même quand ils doivent nous voir comme ça, ils doivent nous dire mais c'est pas possible, ils se compliquent. Ah, mais oui, mais ils sont dans l'incompréhension. Quelquefois, ils sont dans le sourire parce qu'ils nous voient nous empêtrer dans des idées pas possibles, nous mentir à nous-mêmes aussi. C'est ce qui les fait le plus rire, c'est qu'ils savent qu'on se ment. Eux, ils savent qu'on se ment. Et quelquefois, ils nous disent vous vous racontez de belles histoires, mais vous savez qu'elles ne sont pas vraies. C'est un petit peu à l'image des filtres sur Internet. Oh, ils enlèvent le filtre, c'est la vie, c'est un peu ça. Et on vit à travers des filtres. Sauf que de l'autre côté, il n'y a pas de filtre. Oui, donc forcément, de toute façon, le travail, il vaut mieux le faire maintenant, parce que quoi qu'il en soit, on sera, entre guillemets, à nu quand on partira de l'autre côté. Et pour partir le mieux possible, l'important, c'est de... Voilà, c'est sûr, parce que si on se ment en partant, je connais des gens qui se sont mentis en partant. C'est-à-dire qu'ils se sont racontés qu'ils étaient bien, qu'ils mouraient sereins, que tout allait bien. C'était pas vrai. Ils se sont trouvés bloqués, pas parce qu'on les a bloqués, parce qu'ils se sont bloqués. Ils ne passaient pas, parce qu'ils s'étaient racontés des histoires. Et donc, quand on se raconte des histoires avant de mourir, de l'autre côté, quelqu'un qui te dit « Tu es sûr de ce que... Tu es encore sur cette pensée-là ou tu peux en changer, hein ?» Et si tu dis « Oui, ok, j'avoue », alors tu passes. Ouais.
On se raconte, on est malheureux de l'autre côté. Si on se raconte, si on se ment en faisant croire qu'on est heureux si on n'est pas, ça n'avance absolument pas, l'affaire n'avance pas. Il ne s'agit pas de se complaire dans une espèce de misère personnelle. Oh mon Dieu, comme je suis malheureux, je suis une victime. C'est pas ça qu'on demande. On dit, tu n'es pas heureux, travaille pour l'être. Travaille en toi, cherche, agite-toi. Il y a des problèmes dans ta famille, il y a un secret, cherche-le. Change les choses. Change les choses, parle. Mais de plus en plus d'ailleurs, il y a de plus en plus de gens qui quittent tout. Moi je connais ou toi aussi des amis qui on arrête ce système, on va vivre à côté, on fait quelque chose de complètement différent. Et en fait ils s'écoutent. Et en fait de plus en plus justement ça se développe de plus en plus. Ça se développe, ils ont raison parce que prennent leur propre pouvoir. Et voilà, ils se disent mais est-ce que je vais vivre encore une vie à souffrir, à me rendre malheureux, à me lever le matin, à me coucher fatigué, à faire des choses que je n'aime plus faire? Est-ce que je dois être puni toute ma vie par un système qui me demande d'aller jusqu'au bout parce qu'après je vais avoir une retraite? Et là, non, on n'est pas obligé, on peut changer de chemin. Rien ne nous oblige à aller le même chemin. On nous demande de changer de chemin. Et à moins de se mettre des bâtons dans les roues, si on suit son chemin, quel qu'il soit, la vie, elle t'aide tout le temps. La vie, elle t'apporte toujours la réponse. Je le dis en connaissance de cause. Même quand tu te jettes à l'eau, disant, oh là là, je sais pas où je vais, oh là là, je ne sais pas, je ne vais pas y penser. Voilà, je ne sais pas comment je vais faire. La vie arrive, elle dit, t'inquiète pas. Oui, t'inquiète pas, mais le compte en banque, il diminue, et puis t'inquiète pas, mais ça va peut-être pas être facile. Et la vie dit, t'inquiète pas, ça viendra en temps voulu, et la vie te sert toujours en temps voulu. C'est vrai, ça, j'ai remarqué. Parce que tu te lâches dans le truc. Tu te lâches, tu fais confiance, tu dis, voilà. C'est mon chemin, si c'est ton chemin. Et tu as des gens qui arrivent, tu as des gens qui nouveaux amis, qui sont envoyés. Hop, hop. En fait, il ne faut pas avoir peur, voilà, c'est ça, il faut dépasser. Il faut dépasser sa peur. Mais on nous conditionne tellement. Bah oui. Depuis enfant, et le gouvernement aussi, tout le monde, c'est pas trop. Non, mais c'est pas ça. Mais c'est le système en général. Oui, quand tu rentres dans une entreprise, tu rentres dans un système qui va te contrôler. Quand tu nais dans un pays, tu nais dans une nation qui va te contrôler. Nous sommes sous contrôle en permanence. Et là, ça s'accélère parce qu'on est de plus en plus. Mais c'est leur seul moyen d'essayer de... Actuellement, ils essaient Oui, parce que c'est une panique aussi. Une panique, c'est la panique générale. Donc, on n'est pas plus contrôlé qu'avant, mais ça se voit plus. C'est tout, on n'est pas plus contrôlé. La preuve, c'est que quelquefois, oui, on a des caméras partout, mais on n'arrive pas à retrouver un criminel parce qu'elles n'ont pas fonctionné, ou parce que ça n'a pas matché, ou parce qu'il y a plein de choses. Donc, il faut passer outre tout ça, je pense. Il ne faut pas se laisser contraindre. Il faut vivre son chemin, sa vie. Il faut savoir une chose, c'est que tout est prévu. Il n'y a rien qui soit laissé au hasard. Rien n'est laissé au hasard. Mais tu peux quand même faire des fausses routes. Tu peux aller dans des faux chemins où tu sens quand tout est bloqué, que rien ne fonctionne. Là, et que tu poses des questions. Il faut juste reculer. Il faut juste reculer et dire ça arrive, on se plante. Parce qu'on a envie. On a envie, alors on y va. On n'est pas sûr que ce soit bon, mais on a envie. C'est l'amplificateur, en fait. C'est tout. C'est ça. Mais je pense qu'on a chacun notre chemin et il faut juste faire confiance. La confiance, c'est compliqué, surtout en ce moment. On a peur, on vit dans une peur, la peur du virus, la peur de l'autre, la peur de la violence montante, la peur d'une frustration qui explose chaque jour à la télé, dans les rues, etc. Il y a beaucoup de frustration qui donne des colères, des violences, des choses comme ça, une société qui se fracture, avec un vieux monde qui va rester un peu en plan, et puis un monde nouveau qui arrive, qui n'est pas forcément très... Par rapport à ces deux mondes-là, tu crois qu'il va y avoir un peu deux mondes qui vont fonctionner en parallèle, et gens... Il va y avoir, à mon avis, pendant 25 ans, il va y avoir deux tendances. La transition d'un monde, c'est deux mondes, avec les outrances et les exagérations d'un côté et de l'autre, parce qu'on se préserve, donc on va créer des peurs. Changement, créer des peurs. Donc ceux qui veulent changer et créer des nouvelles choses vont dans l'outrance, donc dans l'exagération totale. C'est ce qu'on voit en fait, tout part. C'est extrême. C'est extrême. Dans tout. Voilà. On a les extrêmes. Pourquoi? Parce que ce sont les peurs. Les peurs de ne pas pouvoir exister. Tu vois, c'est vrai, même pas pendant les élections, tu avais l'impression que tu avais deux clans, mais c'était extrême. C'était extrême. C'est pour ça qu'il n'y a pas de sérénité. La politique aujourd'hui,
moi j'ai toujours voté, je me suis toujours intéressée. J'avoue qu'aujourd'hui, je tourne les boutons parce que je n'y arrive plus, parce qu'on n'est plus dans. La démocratie est fatiguée, elle se fatigue, elle est lasse, elle est très très lasse, elle est en train de se. Elle est très 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 usée, elle est très très abîmée. Et donc on est aujourd'hui dans des clans extrêmes qui s'affrontent, mais où des gens comme moi ne se reconnaissent plus. Je ne me reconnais plus, beaucoup de gens ne se reconnaissent pas, donc on va par défaut, on ne vote plus pour quelqu'un, on ne vote plus pour une pensée. Il n'y a plus d'idéologie, il n'y a plus que des extrêmes qui s'affrontent dans des outrances. Dans des outrances. Et les familles se délitent, alors que c'est juste de la. Personne ne prend recul, comme avec les vaccins, c'était la même chose. Voilà, vrai que... Je dis toujours, ne nous battons pas, et ça c'est ma grande phrase, nous ne battons pas, nous affrontons pas pour des gens qui, au moment où nous nous battons, sont en train de baigner ensemble et de boire un bon verre ensemble. Je dis qu'il faut savoir. C'est ça, oui, c'est parce que derrière, voilà, c'est pas du tout comme on pense. Gauche, droite, on se voit, on se fréquente, on dîne ensemble, ce sont des copains, pendant qu'en bas, on se bat, on s'affronte et on se mène des vies épouvantables. Mais il faut bien être conscient. Il faut prendre du recul, vraiment. Il faut avoir des idées, il faut faire sa propre, mais ne pas. Chacun libre de ses idées, voilà. Voilà, respecter l'idée de l'autre, surtout si c'est pas la vôtre. Mais respectez-la. C'est justement ce qui est intéressant, parce que si tout est gris, comme on en discutait tout à l'heure, c'est vrai, c'est la couleur, la diversité qui est intéressante. Pire que la pensée unique. Et actuellement, bizarrement, on est dans une bien-pensance qui devient dangereuse. C'est-à-dire qu'il est interdit de penser autrement que ce que dit cette bien-pensance. Il est interdit de débattre de certaines choses. N'interdisons pas, ne bannissons pas, ne blacklistons pas les gens qui ne pensent pas comme soi. C'est ridicule, c'est grotesque. Chacun a droit à sa pensée, et si les pensées existent, c'est qu'il y a des raisons. Donc voilà, après, on en débat, on s'affronte, mais on ne se bat pas, et on ne s'insulte pas, comme on voit actuellement, et on ne s'écharpe pas, voire se bannir. Il y a des gens qui sont littéralement bannis de partout parce qu'ils pensent d'une certaine façon. Non, voilà, on écoute, si c'est pas pour soi, c'est pour soi. Mais de là à les empêcher, je trouve que c'est dangereux ce qui se passe en ce moment. Oui, c'est très clivant. Ouais, voilà. C'est très clivant, alors on combat quelque chose et on utilise les mêmes processus. Oui. C'est très très dangereux ce qui se passe. On combat quelque chose dont on utilise le même procédé, sans s'en rendre compte. Mais tu crois que ça va nous faire aller dans le mur? On va connaître des périodes d'élitement total. Au cours de ces 25 ans, on n'est pas au bout, on est au début. Oui, c'est le début, en fait, il y a des déclencheurs Covid. On va avoir une grande période d'élitement total, puis comment te dire, on va avoir des périodes, c'est pour ça qu'il faut se construire individuellement, dans sa famille, avec ses amis, entre amis, etc. Parce qu'on va avoir des périodes où on va assister à des effondrements. On va se sentir perdu, mais pas uniquement l'Europe ni la France, mais au niveau planétaire. Parce que c'est partout. Ça vient d'une chose qu'on appelle la mondialisation, qui est arrivée à la fin des années 2000, et qui s'applique. On disait que ce serait un truc formidable, et on se rend compte que c'est pas top du tout, parce que la mondialisation apporte beaucoup de choses qui n'étaient pas prévues et qui sont global, là. Dangereuses, parce que c'est pas, nos États n'étaient pas faits pour ça. Notre société n'est pas faite pour ça complètement. Donc il va y avoir des trucs, selon toi, plus marquants. Ça va être difficile. Oui, ça va être difficile. Vous dire que ça va être le bonheur demain, non. Ça va arriver petit à petit, non, ça va être compliqué. C'est pour ça qu'on a le choix, quand même, chacun d'entre nous a le choix de se construire, de vivre des bons moments avec ses amis, mais sans être égoïste. Attention, parce que ce qui se passe, oui, l'ego dont on parle, et c'est celui qui rend les gens désagréables dans les grands magasins, les gens qui vous regardent et qui vous écraseraient à la caisse, les gens qui vous bousculent, ça c'est la peur de ne pas exister. On joue des coudes pour pouvoir exister, pense-t-on, hein, même devant un étal de supermarché. On ne sait plus être patient, ni être prévenant, ni être poli. On va dire, ça c'est des discours de grand-mère, mais c'est plus que jamais. C'est vraiment, on voit des violences. Encore hier, je l'ai vu, j'étais en supermarché, c'était presque violent entre des gens, entre eux, pour un article. Mais des insultes, des violences, à en venir pratiquement aux mains. Je vous dis, c'est la peur. On sent qu'ils ont peur. Ils ont peur de ne pas exister.
La peur des gens actuellement, dans la multitude de ce monde, c'est la peur de ne pas exister. Alors on leur a donné des trucs pour exister, on leur a donné la mode. Les tatouages sont un moyen d'exister. Se tatouer, c'est faire partie d'une caste, faire partie d'un groupe, c'est être reconnu, être effrayant, être imposant. On voudrait avoir un look viking, parce que les vikings étaient imposants, sauf qu'on n'est plus chez les vikings, on n'est plus autant des vikings. On est dans une société industrialisée, nantie, ça ne correspond plus à rien. Alors, aujourd'hui, on se bat à travers des looks. On se bat à travers des looks, mais le reste ne suit pas. Parce que le travail intérieur. Non, parce que les vikings, ils étaient comme ça. Oui, bah oui, mais leur tatouage avait une signification et ils travaillaient la grandeur d'âme. C'était des guerriers. Alors, mais il y avait une grandeur d'âme, il y avait une croyance, il y avait des rites, il y avait des prières, il y avait des choses qui se passaient chez les vikings. C'est un peuple, un grand peuple. Tu crois que ça, on va réussir à retrouver une spiritualité profonde? On viendra, oui. Parce on qu'en fait, là, on va pas la retrouver, on va la trouver. La trouver. C'est pas celle qu'on vit actuellement. Quand on dit ça s'ouvre, non. Je dis que ça s'ouvre sur le panier de la ménagère pour l'instant, ça ne s'ouvre pas dans l'âme. Quand les gens me disent, moi j'ai beaucoup de gens qui me disent, je suis très spirituelle, voyez, je fais un truc avec les anges, avec le truc, je communique avec eux. Tout le monde communique avec eux. Ah oui. Je lui dis, c'est pas de la spiritualité, c'est du consumérisme. Oui. Vous avez suivi un cours qui vous a dit que vous étiez médium ou chaman ou je ne sais pas quoi, c'est un mode. Et vous dites chaman, vous tapez sur le tambourin, vous invoquez les esprits, et puis voilà, vous dites chaman. Mais c'est pas ça la spiritualité. Ça, c'est du consumérisme de mode. On est à la mode. C'est bobo. C'est bobo. Voilà, on est zen, on fait. La spiritualité, c'est ce que je disais, c'est d'affronter vraiment sa vie, c'est d'affronter ses douleurs, d'être capable de solitude, d'être capable de retrait, d'être capable de sincérité, de bienveillance, de profondeur. Et je dis, il y a une chose qui nous manque, j'en parlais avec Nicole Dron justement pendant la conférence, c'est la profondeur. On n'est pas en profondeur. La profondeur d'âme, tu veux dire, on sent les gens d'une générosité intense. Il faut aller dans la profondeur. Ouais. Autrefois, je pense à ma grand-mère, toujours, qui a connu la guerre, la pauvre n'est plus de ce monde, mais qui avait connu les deux guerres. C'était une femme qui n'avait pas une grande culture, elle avait une énorme profondeur. C'est-à-dire que quand elle parlait, au coin de son feu, elle disait des choses extrêmement importantes. Peut-être pas beaucoup de mots, mais c'était très important. C'est ce qui, voilà. Et c'était... il était évident que chaque phrase me reste dans la tête, parce que c'était profond. Ouais. Aujourd'hui, on parle beaucoup, on dit beaucoup de choses avec des grands mots spirituels, ça n'a aucune profondeur, c'est de la superficie. Donc, il faut retrouver la profondeur. Pour retrouver la profondeur, il faudrait apprendre à être en soi, il faudrait apprendre à s'entendre, à ne pas avoir peur de soi. La première personne de laquelle on ne doit pas avoir peur, c'est de soi-même. Dès qu'on ne va pas bien, dès qu'on sent en se levant que ça ne va pas, il y a quelque chose qui ne va pas, on sent quand il y a un ouage qui coince et que ça continue, au lieu de dire ah là je ne suis pas bien, mon Dieu au secours, c'est ce que je fais souvent, moi je fais une nuit, je dis oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe, Non, il faut apprendre à dire non, qu'est-ce qu'il y a, il faut laisser venir à la surface. Ou on peut demander aussi. Oui, mais on est aidé. Parce que c'est vrai qu'on... Oui, on aide, on vous dit, moi je vous dis, qu'est-ce qui se passe? Et ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, je vous dis tout, ces trucs imprimés, mais je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi je suis comme ça? Dites-moi, je veux m'en sortir. Et me répondre, tu es comme ça parce que tu ne reconnais pas ce que tu es, tu ne reconnais pas ce que tu ressens. Mais qu'est-ce que je ressens? Tu te sens vulnérable, mais être vulnérable pour toi, c'est insupportable. Donc, tu rouspètes et tu es en colère. Je me dis, quel beau message. Et je réfléchis, je me dis, mais oui, c'est vrai. J'étais en colère, mais je ne savais pas pourquoi. C'est parce que je me sentais vulnérable. Je me sentais un peu perdue, un peu fragile, très émotive. Et plutôt que de dire, je suis vachement émotive, ouais, c'est pas possible. Non. Et on me dit, reconnais ta vulnérabilité. Il faut l'accepter pour la... Accepte-la. Et après, on reparle. Tant que tu n'as pas travaillé pour la reconnaître, laisse tomber. Oui, ça c'est. Toi, tu as des messages, mais quelqu'un qui n'a pas de message, alors comment il peut faire? Je pense qu'on posait la question. Tu ressens. Oui. Moi, c'est parce que j'entends le truc, et puis je suis en quête de messages. Puis je
suis habituée depuis 30 ans maintenant. Mais je pense que de toute façon, à l'intérieur de soi, on a les réponses qui viennent. On est tous pareils. Oui. On a des réponses, mais il faut juste les entendre et surtout les accepter. Les accepter. Parce qu'on peut avoir oui, ça fait quelque chose qu'on n'a pas envie de... Ah oui, c'est comme quand tu dis, souvent je dis à des gens, ah oui, vous êtes protégé par votre grand-mère. Ah, ma grand-mère maternelle, oui, je l'adorais. Non, non, je parle l'autre grand-mère. Ah, je n'aime pas. Ah non, je n'aime pas celle-là. Bon, je suis désolée, c'est elle qui vous protège. Ah bah non, mais je l'aimais pas, alors ça m'embête un peu. Oh bon, voilà, parce que c'est pas la grand-mère que j'avais choisie, donc ça ne m'intéresse plus. Je n'accepte pas. Souvent, hein, j'ai le cas. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Parce que moi, une fois, j'avais demandé un signe comme ça sur un truc, et puis je dis, j'étais pas bien, je dis, ah, je vais partir. Et je dis, est-ce que, donnez-moi un signe, et puis je retourne, vous êtes au bon endroit. Puis j'avais pas envie. Oui, parce qu'on a. En fait, on peut demander. Oui, on n'a pas envie, mais c'est ce qui est fait pour nous aussi. Accepte. Et c'est un travail sur l'acceptation. Avant déjà de guérir, il faut accepter qu'on ne soit pas bien. Il faut accepter. Quand tu es malade, tu dois accepter d'être malade pour pouvoir guérir. Refuser sa maladie, refuser son mal-être, l'éviter, c'est absolument aller droit dans le mur. Parce qu'il arrive un moment, on va dire, je ne peux plus le supporter, il est dessous, donc je vais prendre un verre, après je vais me droguer, je vais prendre des trucs pour l'oublier. Parce que c'est ça l'évitement. Oui. Ça mène toujours à des excès qui sont dommageables. Oui. Tandis que prendre les choses en main, parce que la nature et la vie vous apportent toujours les solutions. Si vous avez confiance, elle vous apporte. Quand je le dis, c'est pas juste une vue de l'esprit, hein. C'est vrai. Ouais, mais c'est vrai que se balader dans la nature, et la nature, ça rééquilibre. Oui. C'est ce qu'on a en fait, de toute façon. C'est les arbres, les fleurs, et pas que. Toute cette nature fourmille, grouille d'esprits. Les esprits de la nature. Les esprits de la nature qui existent vraiment. Ce qui rend vivant une forêt, bien sûr, ces arbres, ces fleurs, ces minéraux qui sont des êtres. Mais il y a les esprits de la nature qui tiennent la forêt. Les esprits de la nature tiennent les bois, les forêts. Ils sont dedans. Ou de l'eau. Oui, de l'eau, les esprits de l'eau. En Islande, ils sont très branchés là-dessus, puisqu'ils détournent des routes. Oui, parce que pour ne pas déranger les esprits de la nature, quand on traverse une forêt en Islande, on peut faire une déviation pour ne pas déranger les esprits de la forêt. Donc ils sont vraiment très très convaincus et ils ont raison. Et tous ces esprits, quand vous allez vous balader en forêt, mais vous sortez de la forêt, d'abord la forêt elle vous engloutit. Quand vous arrivez dans une forêt, vous marchez, d'un seul coup vous vous sentez englouti dans le truc. Il y a quelque chose qui vient qui vous engloutit. C'est ce que racontait George Sand, puisqu'on est dans un lieu où elle est venue. George Sand avec la mare au diable. La mare au diable, c'est ni plus ni moins qu'une mare, où quand on arrivait dans la forêt, on était englouti, et puis cette mare, elle vous attirait. Et quand vous étiez près de cette mare, vous ne pouvez plus partir, vous étiez perdu. Elle est passée la nuit, et au lendemain matin, vous retrouviez le chemin. Et pendant la nuit, vous passiez à côté de cette mare, la mare au diable, vous aviez des solutions. Vous trouviez, vous aviez des pensées, des réflexions et des solutions à vos problèmes. Il se passait des choses, il y avait aussi une catharsis pendant la nuit. La mare au diable, elle servait aussi à égarer pour pouvoir réfléchir et reprendre son chemin. Reprendre le chemin. C'est ce qu'il faut faire de temps en temps, il faut savoir s'égarer pour reprendre le chemin. Se poser la question, est-ce que je suis vraiment sur le bon chemin? Et ça, on le sait, si on n'est pas sur le bon chemin, c'est quand. Alors on sait, parce qu'on sait qu'on n'est pas bon. Ouais, voilà. Mais si on n'est pas bien, c'est pas plus compliqué que ça. Je peux savoir si je suis sur le bon chemin, parce que t'es bien. Si t'es bien, t'es sur le bon chemin. Si t'es pas bien, c'est même pas la peine. C'est pas plus compliqué. C'est pas plus compliqué que ça. C'est pas compliqué du tout. On disait aussi par rapport à l'ésotérique et tout ça, il y a beaucoup. Fanfreluche, je sais pas comment on fanfreluche. C'est très joli. Ça fait un peu. J'aime bien ça. Et il y a plein de choses qui ne sont pas. Voilà. Mais il y a aussi quand même un développement on a quand même plus de ressentis, je trouve. Oui. Et qui sont vrais. Et ça, c'est dû à la montée en vibration de la. Est-ce que l'homme nouveau sera peut-être beaucoup plus élevé, beaucoup plus sensible, peut-être médium beaucoup plus? Oui, mais il n'aura même pas besoin de se poser la question s'il est médium ou pas, parce qu'il le sera. Il le sera forcément. On ne se pose pas la question quand on se lève le matin, si on voit, parce qu'on voit. Oui. Si on entend quand on entend. Mais ça fait partie de la noble humanité. Oui, et il va falloir, tant qu'ils le disent dans leur message actuel, faire monter. Eux, ils disent ça comme ça, j'en parlerai parce que c'est une aventure absolument incroyable. Mais c'est faire monter la vibration, faire monter le niveau par la vraie spiritualité. Toutes les fanfreluches, ça ne fait rien monter du tout. C'est un truc d'une journée sur un tapis à faire de la zénitude, et puis on rentre chez soi le soir et on repart parce que le but, dans son travail. Le but, c'est l'évolution de. C'est l'évolution, mais l'évolution vraie.
Elle peut passer par des tas de choses. C'est pas uniquement par une pratique. C'est aussi par une réflexion, par, encore une fois, se poser des vraies questions, une profondeur de sa magie intérieure. Nous sommes des êtres magiques, oubliez ça. Nous sommes des êtres qui résonnons à la magie. C'est-à-dire? La magie, c'est quoi? La magie, c'est de créer des événements, des faits et des événements par des émissions de soi qui rentrent en correspondance avec des émissions qui arrivent de l'extérieur. On appelle les synchronicités. Les synchronicités, ça peut être les choses qu'on vous envoie, mais ça peut être notre capacité de créer des points de référence avec l'extérieur. C'est la magie. C'est-à-dire si, par exemple, j'ai envie de partir, mais je n'ai pas de voiture. Je ne vais pas me focaliser sur le fait que je n'ai pas de voiture. Je vais juste me dire, c'est dommage que je n'ai pas de voiture, j'y serais bien allé, mais tant pis, je lâche. Je lâche, je vais une autre fois. Et d'avoir quelqu'un dans l'heure qui suit qui vous dise, allô, écoute, j'ai une voiture à disposition, ça te dirait de faire un tour, tu voudrais aller où? C'est ça la magie. Dans ton premier livre, tu en avais parlé de ça. Parce que c'est nous qui émettons. Mais en fait, on émet, on peut faire tout. Ouais. Oui, la vie vous envoie quand vous émettez. Elle ne vous envoie pas si vous n'émettez pas. Et donc ça, il faut aussi trouver sa vérité pour sa magie intérieure. Voilà, pour que ça fonctionne mieux. Voilà. Comment je déclenche pour pouvoir... comment je vais déclencher ce que j'ai, le potentiel intérieur pour pouvoir faire résonner l'extérieur et créer les événements dont j'ai besoin. Il faut créer les événements dont on a besoin. Il y a la route que l'on suit, les choses que l'on doit vivre, les gens qu'on doit rencontrer, par obligation. Mais il y a les événements aussi dont j'ai besoin et que je vais créer. Quelquefois, ils me sont envoyés, et quelquefois, on les crée. Et c'est la magie. Et ça, je le sais, il n'y a pas longtemps, en fait, que j'ai compris ça par les messages templiers. Qui utilisaient la magie. Parce que là, justement, je voulais venir à ce livre. En fait, tu es encore en train d'écrire un livre. C'est une aventure. Ah oui, mais c'est fou. D'ailleurs, mon éditeur est inquiet parce qu'il me dit il faut te ramener sur Terre, c'est parti avec les Templiers. C'est un peu. Ils me disent des choses tellement bouleversantes parfois, tellement. Et quelquefois, au bout d'une semaine, je comprends ce qu'ils m'ont dit. Je me dis c'est ça. Je ne comprends pas tout, bien sûr. Et ils me font rencontrer des gens incroyables. Ils me mettent sur ma route des gens incroyables. Incroyables, que je dois rencontrer, que je n'aurais jamais rencontré, mais qui viennent à moi, que je rencontre parce que, comme ils disent, eux ils ne disent pas la vibration, ils disent le Christ. Fais monter le Christ en toi. Alors au début je ne comprenais pas. Donc j'allais dans les chapelles, je priais, je dis, j'ai prié. Mais il me dit, tu n'as rien compris, on ne t'a pas demandé de prier. On t'a demandé de faire monter le Christ. Oui, d'accord, il faut que j'aille à la messe. Je ne comprends pas. Alors il me disait, mais tu n'as pas compris ce que ça veut dire? Je dis, non, je ne comprends pas. Bon, puis plus de communication. Et après je disais, mais j'ai besoin de parler avec vous, il faut communiquer. Il me dit, tu n'as pas assez le Christ. Je dis, je ne prie pas assez. Il me dit, non, tu n'as pas compris ce qu'on te dit. Et ça veut dire la vibration. Le Christ, ce n'est pas Jésus chez eux, c'est la vibration. Quand il disait, nous saluons le Christ, c'était la puissance, c'était la force de la vie. Ouais, ils étaient vraiment dans l'énergie. L'énergie, c'est l'énergie. Et moi, j'avais toujours, je traduisais par Jésus. Ils me disent non, c'est l'énergie. L'énergie christique. Et ils avaient l'énergie christique, parce qu'en fait, ils avaient trouvé, et là, j'en parlais dans le bouquin, parce que j'ai retrouvé, grâce à des gens extraordinaires, alchimistes et autres, des documents fabuleux, ils ne fonctionnaient qu'avec la magie. La magie en soi et la magie extérieure. Ils provoquaient la magie. C'est pour ça qu'ils ont été si puissants pendant 2 siècles. Et c'est pour ça qu'ils ont... Et ils sont partis, mais ils savaient bien qu'ils allaient partir. Et ils savaient de quelle manière ils allaient partir. Et aujourd'hui, alors si tu fais si tu es en train de travailler sur ce livre, là, forcément, ça va sortir. Oui. Donc il y a une raison à ça, certainement. Oui. Pourquoi c'est justement à ce tumulte qui permet de l'ouverture. En fait, ils disent, je raconte tout dans le livre parce que c'est passé avec un rêve. J'ai fait un rêve que je trouvais ridicule et qu'un alchimiste m'a expliqué, qui n'était pas du tout ridicule, mais qui avait tout son sens. Et en fait,
ils avaient prévu qu'ils reviendraient dans 700 ans, quand ils sont morts. C'est maintenant. Ouais, c'est maintenant, ouais. Ils l'avaient dit. Ils n'avaient pas dit sous quelle forme. Mais en fait, ils reviennent. Sous pas la forme d'un templier avec sa cotte de maille et son épée, mais d'une autre manière. Et ils disent, nous revenons parce que le monde est en changement et qu'il va avoir besoin de nos connaissances. Donc des connaissances ésotériques. Leurs connaissances, c'est énergétiques. tout. En fait, c'est quoi leur parce connaissance? que nous, quand on parle des Templiers, oui, on ne sait pas, en fait, on est... mais c'est vrai que quand on parle des Templiers, le secret des Templiers, c'est toujours la même chose. Oui, le trésor. Ouais. C'est pour ça que tout. C'est la manière dont ils étaient riches. On ne parle que de l'argent, on parle que du matériel. En fait, ce qui est beaucoup plus intéressant, et c'est ce que j'ai traité dans le bouquin, c'est parfois on passait pour être Templier. Là, ces Templiers, c'était des gens qui, pendant 2 siècles, ont été les gérants des grands du monde. Ils ont empêché les guerres. Ils ont eux-mêmes empêché les déflagrations dans l'Europe d'alors. Ils ont été les médiateurs parce qu'ils se disaient il faut qu'on soit au-dessus des puissants pour les empêcher de faire n'importe quoi. Et ils étaient eux-mêmes extrêmement puissants, mais en dehors de tout, parce qu'ils avaient la connaissance, une connaissance extrêmement lointaine, parce qu'ils avaient fait des recherches qui les avaient amenés à retrouver des traités, on va dire presque jusqu'à l'Atlantide, des traités magiques datant des premières civilisations, qu'ils ont retranscrits, qu'ils ont utilisés, qu'ils ont cachés, puisque c'est comme de la radioactivité, on ne peut pas l'utiliser ni le lire si on n'est pas initié. Et donc, voilà, je racontais cette aventure qui est incroyable, qui m'a beaucoup bouleversée. Il y a eu Walter Hofer, mais je pensais que c'était le bout du monde, mais je me suis rendu compte. C'est complètement différent. C'est différent, c'est presque normal, Walter Hofer, en fait. Ouais. Le Templier, c'est une puissance et un amour et comment vous dire, une aide extraordinaire. Je pense que si on s'accroche à la connaissance templière, je pense qu'on peut aller très très loin. Ce sont des gens qui avaient une connaissance absolue. Et quand tu dis qu'ils vont revenir, ils vont revenir physiquement, énergétiquement? Je ne peux pas le dire pour l'instant. Ça sera dans le bouquin. Mais ils reviennent, ils sont de plus en plus en contact avec beaucoup de gens. Ouais, parce que c'est vrai que les grands de ce monde, là, comme entre guillemets, ils n'ont plus personne les gère aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est l'argent, machin. Les Templiers géraient l'argent des royaumes. Ouais. Donc ils avaient des banques, ils géraient l'argent des royaumes. Donc ils étaient les diplomates, c'était eux qui étaient les médiateurs, les diplomates, c'était des moines soldats, c'était eux qui allaient combattre pour garder le tombeau du Christ, c'était eux qui permettaient aux pèlerins d'aller faire leur pèlerinage, c'était eux qui permettaient de vivre en bonne intelligence là-bas avec les Juifs et les Arabes qui avaient eux-mêmes envahi la Palestine. Et donc ils ont vécu en bonne intelligence. Ils se sont battus beaucoup, il y a eu des batailles, mais après il y a eu vraiment, ils ont vécu en bonne intelligence. Ils ont fait des tonnes de choses, ils ont découvert des tonnes de choses, la médecine traditionnelle, ils ont travaillé dans des secteurs les plus incroyables. Ils savaient soigner. Moi, je sais que, par exemple, dans une commanderie templière, savoir que le cuisinier les cuisiniers templiers étaient des phytothérapeutes, c'est-à-dire que quand un templier était malade, il savait exactement quelle herbe lui donner dans sa nourriture pour le soigner. Et il guérissait comme ça. C'est-à-dire qu'on était cuisiniers, mais on soignait par l'alimentation. Ça n'existait pas, ça, avant. Et même après, ça n'a plus existé. On a soigné par l'alimentation. Ils avaient des traités presque alchimiques de l'alimentation afin d'être toujours en bonne santé et afin de soigner les maladies. Ils étaient médecins. C'était agronomes, ils savaient faire pousser les plantes. Ils ont inventé ce qu'on appelle le macadam, ils ont trouvé les premières inventions du macadam. Et puis, ils ont trouvé des tas de choses très très intéressantes, dont l'Amérique. Car ils étaient les premiers à trouver l'Amérique. Et tout ce savoir-là, il est consigné quelque part? Il est consigné. Alors, la France, notre terre est une terre de dépôt templier. C'est-à-dire que dans des souterrains partout, dans les souterrains, il y a énormément de documents qui dorment
qu'on ne retrouvera probablement jamais parce qu'aujourd'hui on a des spéléos qui y vont et je suis en contact avec d'anciens gendarmes qui sont très intéressés. Alors tu fais vraiment une... Oui, oui, mais Ah, vraiment, ouais, j'ai rencontré des gens incroyables, mais des plus divers qui sont intéressés, qui ont créé des groupes de spéléos pour essayer de retrouver dans les communautés templières. On sait qu'il y a des souterrains avec des salles, etc. Mais c'est extrêmement dangereux. Extrêmement dangereux. Il y a des dépôts, pas seulement de richesses, c'est surtout des documents. Ben oui, c'est sûr. Les documents ont été retrouvés bien avant. Louis XIV s'y intéressait déjà. Christophe Colomb, c'est grâce à ça qu'il est allé. Bien sûr, c'est grâce à eux, c'est pour ça qu'il avait la croix templière sur le voile. Bien sûr, il a trouvé le chemin d'Amérique parce qu'il a trouvé des cartes templières. Ils y étaient allés. Ils y étaient allés pourquoi? Ils avaient retrouvé le chemin des Vikings qui était allé avant eux. Et si vous allez voir sur certaines pyramides, il y a des croix templières sur les pyramides. Ils étaient intéressés par les mines d'argent. C'était pas l'or à l'époque, c'était l'argent. Et ils allaient chercher de l'argent dans les pays d'Amérique du Sud. Ils revenaient, ils avaient des circuits complets. Et Christophe Colomb a redécouvert ces circuits. Et tant d'autres se sont... vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont découvert des choses uniquement grâce aux Templiers par la suite. Hein. Ouais, parce qu'on ne le sait presque pas pour les Non, filles. ça n'a plus intéressé. Le Templier est devenu un fantasme comme le chevalier avec l'épée, la grande tunique, en fait, la croix rouge, la croix pâtée dessus. Mais c'est tout, en fait, c'est le fantasme. Mais on ne sait pas tout ce que ces gens étaient capables de faire et tout ce qu'ils sont aujourd'hui capables par l'esprit. Parce que par l'esprit, ils sont encore capables de faire beaucoup de choses. Donc tu veux dire depuis de l'autre côté? Oui. Ils ont une influence sur la crise actuelle, entre guillemets? Absolument, ils ont une influence sur le monde actuel, ils sont proches. Quand il y a une crise planétaire, parce que les planétaires, alors il arrive de l'autre côté des forces. Pour équilibrer Oui, pour équilibrer. Chacun, je pense qu'en Amérique du Sud, en Amérique latine, ils ont leur Dieu également, ils vont chercher leurs prophètes, leurs dieux. Les Incas, les Aztèques vont chercher également. Il y a des forces qui arrivent pour aider de l'autre côté, qui sont très présentes, qui vont nous aider à traverser. Je pense que ces forces vont nous aider à traverser. Ils sont là, on n'est jamais abandonnés. Encore faut-il se connecter et leur faire confiance. Et comment on se connecte alors à l'énergie? Dans le livre, patientez les amis, ça arrive en automne. Et ça m'angoisse assez d'ailleurs, parce qu'il y a tellement de choses à dire que je ne sais pas comment. Tu peux faire deux. Je ferai peut-être une suite, parce qu'il y a énormément de choses à dire et c'est absolument, je dis bien, absolument passionnant, mais je ne suis pas allée dans le fantasme templier, je ne travaille qu'après des documents. Donc je suis pas allée dans le fantasme. Il y a effectivement des messages dans ce livre, j'ai reçu des messages très précis qui sont avérés, et il y a également des documents, et les deux sont en connexion. Des messages précis, tu veux dire sur des événements? Oui, sur des événements et sur la marche suivante. Tu peux nous en dire plus? Non, je ne peux pas vous en dire plus, parce que si je commence, voilà, je ne peux pas vous en dire plus. J'en dirai plus. En tout cas, ils avaient dit, à l'époque, nous reviendrons dans 700 ans, encore une fois, quand ils ont dit ça, ils savaient pourquoi. Ils savaient qu'aujourd'hui, on aurait besoin d'eux. Et ils savaient qu'aujourd'hui, nous serions dans une transition du monde. Ils le savaient déjà. Donc on n'a pas de mainmise sur le destin, si quand même, on peut quand même. Ça fait partie du destin. Ça fait partie du destin. C'est pas parce que je sais ce qui va se passer que je n'ai pas mainmise sur le destin. Oui, que tu n'as pas quelque chose à faire. J'assume et je vais agir dedans. Parce que ça peut tomber dans un sens comme dans l'autre. Je vais agir, bien sûr, mais je vais agir dans mon destin. Le destin, lui, il choisit, c'est écrit, il a choisi. Moi, je ne sais pas comment je vais mourir, je ne veux pas le savoir. Le destin, il a choisi comment on va mourir. Il choisit, ça peut être terrible pour nous, mais pour lui et pour là-haut, c'est jamais terrible. Quand je dis, vous vous rendez compte, mais un tel est mort, mais vous vous rendez compte, mais c'est terrible. Ils me disent quoi? Qu'est-ce qui est terrible? Mais s'il est mort, mais oui, il est là. Il est passé. Oui, c'est sûr que vu de l'autre côté, c'est. Non, c'est pas terrible. Mais nous, tout va bien, tout va bien. Ouais. Et je dis non, mais pour nous, pour vous, mais parce que vous n'avez pas assez de. Oui. Vous n'avez pas assez de. Ouais, c'est vrai. Donc vous prenez tout comme ça. Mais attendez, excusez-nous, on est quand même des humains et on est là. Donc, parce que même avec une certaine spiritualité, tu souffres. Je souffre avec la mort. Quand je décès, je suis sous le choc. On a beau après. Même si on sait. Mais oui, même si on sait, parce que alors, ça voudrait dire
Mon père est mort, tout va bien. Alors, ça veut dire qu'on devient une espèce de machine froide et. Oui, bah non. Non, On a je nos veux pas, je veux émotions, pas pouvoir pleurer. Mais tu sais, dans la Bible, on parle de Jésus, quand il apprenait la mort des gens qu'il aimait, il pleurait. On le décrit en train de pleurer. Jésus pleurait. Donc le choc physique est humain et psychologique, c'est humain, c'est normal. C'est à vivre aussi, voilà. Il faut le vivre, c'est nécessaire. Dans les pays où il y a des pleureuses qui sont payées pour pleurer, il faut pleurer, il faut avoir de la peine, il faut pouvoir le dire aussi qu'on a de la peine, parce qu'on est dans, si on n'ose plus dire qu'on a de la peine parce que les gens regardent en disant il faut être fort. Ça veut dire quoi, il faut être fort? Non, je n'ai pas envie d'être fort, j'ai envie de pleurer aussi. Quand j'ai envie de pleurer, je pleure. Enfin, pas souvent, mais plus souvent. Alors je me dis, je pleure plus suffisamment. L'autre jour, je me suis dit, mais il y a combien de temps que je n'ai pas pleuré? Ça fait un bout de temps quand même. Alors si je ne pleure que devant les feux de l'amour, ça devient presque inquiétant, parce qu'il y a peu de temps, je me suis quand même surprise à pleurer devant une imbécilité absolue. Mais une imbécilité absolue, j'ai dit, bon, il faut quand même, je suis assez vulnérable, là, ça ne va plus du tout. Pleurer dans les feux de l'amour, c'est juste pas possible. Mais ça peut ouais, oui, bah c'est non. Oui. C'est la Bible pour pouvoir dégager des choses. Évidemment. Mais pleurer, c'est formidable aussi, ça fait du bien. Il ne faut pas renier les pleurs. Ça fait du bien de pleurer. Oui, ça fait partie de son acceptation de oui, les gens s'affolent quand on pleure, il faut pleurer. Moi, je trouve qu'au contraire, être accompagné quand on pleure, ça fait du bien. Avoir quelqu'un qui vous tient la main quand on pleure, ça fait du bien. Et souvent, quand il y a un décès, les gens me disent, je n'y vais pas parce que je ne sais pas quoi leur dire. Mais c'est là où il faut être justement, on ne demande pas de parler, on demande on a l'impression qu'il y a un peu pessimiste. Oui, que ça t'arrive des choses, les gens. Oui, mais s'ils pleurent, tu pleures avec eux, tu pleures avec eux. Oui. C'est tout. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est comme si je suis gênée parce que s'ils pleurent, je ne sais pas quoi. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu y vas, tu pleures avec eux, tu restes avec eux. Ils ne vont pas pleurer toute la soirée, ça leur fait du bien, ils ont besoin de pleurer. Toi aussi, tu auras besoin de pleurer un jour avec quelqu'un à côté de toi. Mais c'est devenu tellement compliqué, cette société, où alors, je ne vais pas les voir, je ne sais pas quoi leur dire. Je ne les invite pas parce que j'ai peur qu'ils ne soient pas bien et qu'ils pleurent. Moi, j'ai entendu ça. Les gens qui étaient en deuil, on me dit, je ne les invite pas parce que s'ils se mettent à pleurer, et alors, qu'est-ce que ça peut faire? C'est fuir notre propre mortalité. C'est lamentable. Mais bon sang, c'est inhumain. On peut très bien vivre ça normalement, comme un rire. Quand on rit, alors c'est pas gênant de rire. Mais quelqu'un qui a envie de pleurer, s'il a envie de pleurer, il pleure. C'est bien pleurer, c'est beau. Il y a plein de musiciens qui ont fait de superbe musique parce qu'ils pleuraient. Il y a plein de créations qui ont été faites sur les pleurs. C'est beau, la tristesse aussi, puis ça passe. Puis quand on est réconforté, voilà, je trouve que c'est. On apprend. Vous savez, on apprend des gens qui pleurent, on apprend des gens qui rient. On apprend de tous les états émotionnels que l'on peut voir et que l'on peut vivre. Et être mutilé d'un état émotionnel, ça devient très grave. Moi, les gens qui me disent, c'est comme les gens qui me disent, mais t'es encore étonné de ce qui t'arrive? Je dis, bien sûr que je suis étonné. Mais le jour où je serai plus étonné, où je dirais, ah ben oui, c'est normal. Ah ben oui, je viens de voir De Gaulle dans mon salon, c'est normal. Oui, Napoléon maintenant dans ma chambre à coucher, mais c'est normal. Mais ça veut dire que je serais folle, il faudra m'interner. Bien sûr que c'est étonnant, bien sûr que c'est stupéfiant. Mais bien sûr. Ouais, ça sera toujours forcément. Mais ne plus s'étonner, ne plus se sidérer des choses, mais ça veut dire qu'on devient des oui, c'est sûr. Sans âme. Non, moi je trouve que c'est vrai que plus on recherche à profondeur les choses, et justement plus on arrive à s'étonner de plein de choses. C'est merveilleux de s'étonner. Mais même la comment ça fonctionne, tout ça, c'est formidable. Tout est merveilleux. Tout est étonnant, tout est grâce, tout est cadeau. Si tu regardes bien, tout est cadeau. Il n'y a pas de faveur dans la vie. On me dit, quand on te fait une gentillesse, on me dit c'est normal. Je dis non, c'est pas normal, c'est une gentillesse. Bah oui, c'est pas. Oui. Non, c'est pas normal, c'est une gentillesse, c'est une faveur. C'est de l'amitié, c'est une faveur, l'amitié. D'être là, bah oui, mais c'est génial. C'est génial, c'est une faveur, c'est une grâce. Oui, il faut savourer toutes les choses. Voilà. Oui, il faut remettre les choses à leur place. Pas rendre les choses plates. En fait, oui. Non, il faut remettre les choses à leur place. C'est les réseaux sociaux qu'il faut remettre aussi à leur place parce qu'ils ont tendance à avoir complètement déformé. Mais ça, ça pourra changer comment ça aussi? Ça changera parce que je pense qu'on va se lasser. Et puis ça va passer mal. Ce ne sont plus les mêmes qu'il y a 10 ans et dans 10 ans, ils auront encore changé. S'ils sont encore là ou s'il n'y a pas de. J'espère que ça n'empirera pas. Ça ne peut pas empirer. Non, c'est sûr. Il faut qu'on attende. C'est quand même dramatique, hein. Tu vois la violence, les machins, les trucs, tu te dis, mais c'est pas possible. Oui, oui, il y a la violence, mais il n'y a pas que ça. Il y a la vulgarité, le
le bas, quoi, le bas. Donc il y a tout ça, il faut passer, on va passer, il faut continuer de se cultiver, il faut continuer de s'accrocher, de penser à ce qui est derrière, qui nous aide, à toutes les forces qui arrivent en renfort. Il y a de nouvelles forces qui arrivent justement, oui. qui n'existaient pas il y a par exemple 5 ou 10 ans. On déclenche des forces. Il y a des forces qui vont arriver, bien sûr, des nouvelles forces. Changement climatique, c'est changement de vibration. Alors, on va avoir très très chaud, physiquement on va beaucoup peiner, la nature va muter, on va quand même en mourir, hein, mais elle va muter avec des nouvelles espèces et d'autres trucs qui vont arriver. Et nous, on va avoir une vibration, la vibration terrestre change et notre vibration est en train de s'y coller. Donc ceux qui ne sont pas encore au fait souffrent beaucoup, donc font de la dépression, donc ça attire vers le bas. Et plus on va monter, plus on va acquérir une espèce d'état d'être où on va être bien. Et ça attire, parce qu'il faut savoir qu'il y a une interactivité entre nous et l'autre côté, ça attire d'autres choses. Qui viennent d'autres mondes. Oui. Ouais. Ça attire d'autres forces. Il y a constamment une évolution qui est d'un côté, des deux côtés. Absolument, absolument. Il n'y a pas de stagnation, il n'y a qu'évolution. Il y a des choses qui sont déjà même peut-être là depuis longtemps et qu'on va ressentir seulement maintenant. Parce qu'on sera en état de la sentir. Ouais, c'est le changement de... Voilà, c'est le changement de cap, le changement de niveau. Et donc l'être humain de demain, il sera connecté à tout ça. Théoriquement, il sera connecté, il sera capable de transcender les choses et de pouvoir faire son chemin. Je pense que l'humain, tel qu'il va devenir, sera un être enfin prodigieux. Ouais. J'y crois beaucoup. Parce qu'il est en sommeil, en fait. Oui, en sommeil. Ouais. On est en train de se débarrasser de toutes les couches, un peu... Des lourdeurs. Oui, toutes les lourdeurs, c'est un euphémisme. Pour accéder à cet état prodigieux qui viendra dans les 50 ans qui viennent. On sera dans un état beaucoup plus prodigieux. Il faut attendre encore une cinquantaine d'années, je pense. D'ailleurs, les enfants, on remarque, certains enfants, ils sont déjà connectés un peu différemment. Ils sont plus sages que toi. Parce qu'ils sont déjà connectés au monde. Oui, voilà, il y en a qui sont étonnants. Mais oui, quand les gens me disent, je suis très inquiète pour mes enfants, que vont-ils devenir? Ils vont se débrouiller. Ils naissent configurés. Oui. Un bébé qui va naître, lui, c'est un être cosmique, cosmotivé, il est configuré avec la nature et avec ce qu'il attend. Il est configuré. Toutes les toxicités qu'il va recevoir, c'est par nous. Ouais. C'est plutôt nous sur nous. Oui, nous devons travailler plutôt que. Bien sûr. Eux, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Le petit enfant, lui, il est prêt. Beaucoup de gens s'inquiètent pour les enfants. Non, c'est nous qui les polluons. Voilà. C'est nous qui les polluons. Eux, ils ne sont pas pollués quand ils naissent configurés et ils vont se débrouiller très très bien. Et même, ils vont être les ambassadeurs. Les ambassadeurs, les guides du monde de demain, bien sûr. Et ben, on va terminer sur cette belle parole, là, puisque. Merci Patricia de cette discussion et puis toujours intéressante. Moi j'ai été ravie, tu vois, je digresse beaucoup, mais finalement on arrive toujours à la même conclusion. Oui. Ben, merci. Merci à toi. Allez. À bientôt. À bientôt.